Attendez. Bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette 12e édition du colloque néo-aquitain consacré à la prévention des risques liés à l'amiante, colloque organisé par la CARSAT Aquitaine et la Directe Nouvelle-Aquitaine. Je suis Philippe Verdeguer, ingénieur conseil au département des risques professionnels de la CARSAT Aquitaine et je suis en charge d'animer cette manifestation. Au nom de la CARSAT Aquitaine et de la Directe Nouvelle-Aquitaine, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. En effet, vous êtes plus de 400 à vous être inscrits aujourd'hui. Une édition tout à fait inédite pour nous tous, puisque compte tenu du contexte sanitaire, elle se tient en distanciel et elle se fera en 3 épisodes, dont le premier se passe aujourd'hui, 24 novembre, une deuxième session le 19 janvier et enfin le 25 février. Avant de donner la parole à nos 2 intervenantes du jour, je vais vous donner quelques consignes. Et la première, c'est en fait, donc, si vous avez des questions à poser, utilisez le chat. Vous avez un petit onglet en haut à droite de la présentation de l'écran qui vous permet de poser vos questions directement sur le chat. On y répondra à la fin de chaque intervention. La deuxième consigne, sous l'onglet chat, il y a un onglet sondage. Et en fait, nous avons mis 2 sondages en ligne. Ils sont tout à fait anonymes et ils sont destinés simplement à mieux vous connaître. Vous aurez la possibilité de les renseigner tout au long des interventions. Voilà, donc le programme d'aujourd'hui est consacré aux dernières actualités réglementaires et à la formation avec 2 intervenantes. La première, Béatrice Kissenschmidt, qui est la directrice adjointe responsable de l'unité de contrôle régional amiante de la Directe Nouvelle-Aquitaine, qui va nous parler des actualités réglementaires. Et Annabelle Maison, experte d'assistance conseil amiante à l'INRS à Paris, qui nous parlera des actualités sur la formation sous section 4. Je pense que je n'ai rien oublié. Et donc, je passe la parole à Béatrice Kissenschmidt pour les actualités réglementaires. Donc, avant de commencer, je vais quand même prendre une seconde pour remercier tous les intervenants qui font partie pour la plupart du pôle régional amiante de Nouvelle-Aquitaine, avec l'INRS qui intervient à 2 reprises donc sur les 3 journées qui viennent de vous être annoncées. Je voulais également profiter de cette introduction pour remercier toute l'équipe de la CARSAT Aquitaine, sans qui on n'aurait pas pu organiser ces webinaires. Donc, il y a des sous-marins, comme on disait tout à l'heure. Il y en a quelques-uns que vous ne verrez pas, mais qui sont très importants l'organisation de ces journées. Donc, je voulais encore remercier Cécile Clément-Faroud, également Sylvie Delaubier et puis Grégory Pernaud, en plus de notre animateur qui est important pour l'organisation de ces journées. Donc voilà, je vais dans un premier temps vous présenter l'actualité réglementaire. Donc, sans faire de rappel sur l'ensemble des textes, mais bien sur la réglementation du travail et les évolutions pour les années à venir. Voilà. Donc, je vais essayer de passer moi-même le document. Voilà. Donc, le passage des slides est assez long. Ah oui, donc du coup, si je suis pas... Donc... Ouais. Donc, on va vous présenter... Voilà, donc tout d'abord un petit rappel sur le code.
qui prévoit toujours un repérage amiante de façon générale, mais le Code du travail a été obligé, enfin le ministère du Travail a dû légiférer parce que le Code de la santé publique faisait un repérage et fait toujours un repérage limité. Donc, de façon générale, il faut savoir que de la santé publique, dans son article R134-20 et jusqu'aux articles R134-22, limite le repérage aux immeubles bâtis et uniquement à la charge, cette obligation uniquement à la charge des propriétaires. Il y a également une inadéquation en cas de travaux programmés des missions de repérage. Le programme de repérage est trop restreint avec absence d'investigation destructive dans ce cas-là. Et les conclusions, l'opérateur de repérage peut conclure uniquement son jugement personnel sans avoir fait automatiquement des analyses. Il est apparu aussi pour le ministère du Travail qu'il y avait une insuffisance du champ réglementaire du repérage, puisque ce repérage du Code de la santé était réservé aux opérations immobilières visant à la démolition d'une partie au moins majoritaire de la structure. Donc, comme vous le voyez, c'est assez restrictif. Donc, il y avait déjà l'obligation. Alors, est-ce que je vais arriver à passer? Je n'arrive pas à passer. Si, c'est passé là. Bon, pourtant, c'est ce que je viens de dire, moi, qui apparaît à mon écran. Voilà, merci. Donc, alors attendez, je voulais préciser. Je voulais préciser également que le Code du travail prévoit depuis 2012 avant travaux par l'article 44.12.97 et le champ était limité aux donneurs d'ordre. Bon. Et donc, le décret du 27 mars 2019 a étendu le repérage à pratiquement toutes les situations. Le repérage avant travaux et avant démolition à pratiquement toutes les situations. Donc, c'est le décret 2019-251 du 27 mars 2019 qui est relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la protection des marins contre le risque lié à l'inhalation de poussière d'amiante, et donc qui modifie les dispositions précédentes. Ce qui est important de retenir, cette disposition institue une obligation de repérage à la charge du donneur d'ordre et également du maître d'ouvrage ou du propriétaire de l'immeuble. Et c'est un repérage à la fois sur les bâtiments, les équipements et le matériel, préalablement à toute opération risque d'exposition des travailleurs à l'amiante. Donc, ce nouveau décret a un spectre très très large et a voulu rendre cette obligation très générale. Donc, l'obligation de repérage avant travaux. Donc, le repérage avant travaux, qu'on a repérage RAAT, c'est repérage amiante avant travaux, ou RAT, repérage avant travaux, qui porte sur les immeubles bâtis construits avant le 1er janvier 1997, alors que le repérage amiante avant démolition, RAD, porte sur des immeubles bâtis avec permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997. Donc, le Code de la santé qui préconise un repérage amiante avant démolition a une autre date d'application que celui du Code du travail. Voilà, 1er juillet 1997 pour le Code de la santé et 1er janvier 1997 pour le Code du travail. Donc, c'est un détail qui a son importance quand même.
Donc, de façon générale, l'article L4412-2 du Code du travail exige un repérage avant travaux pour toute opération comportant un risque d'exposition à l'amiante. Donc, qu'on soit en sous-section 3 ou en sous-section 4. C'est-à-dire qu'on soit en démolition ou lorsqu'il s'agit de petits travaux d'intervention. Donc, l'obligation incombe aux donneurs d'ordre, au sens très large, à tous les donneurs d'ordre, et il y a nécessité d'établir un document indiquant la présence, la nature et la localisation des matériaux pouvant contenir de l'amiante. Ce document doit être transmis aux entreprises qui envisagent une opération des travaux. Donc, l'article 44.12.97, nouvel article, donc -3.1 du Code du travail et l'arrêté du 16 juillet 2019 définissent plusieurs cas d'exemption sur lesquels je ne vais pas m'appesantir, mais s'il y a des questions, on pourra y revenir. Donc, il y a 3 grands cas d'exemption au repérage avant travaux. Ce sont les situations d'urgence liées à un sinistre, les risques qui seraient très importants pour l'opérateur de repérage, par exemple de rentrer dans un bâtiment qui risque de s'écrouler. Donc, dans ce cas-là, le repérage avant travaux n'est pas nécessaire, mais il faut le justifier. Et le troisième cas, c'est des interventions de réparation ou de maintenance corrective. Alors, ça ne veut pas dire toute situation de réparation ou de maintenance corrective. Il y a 3 conditions qui se cumulent. Il faut que ce soit de la maintenance corrective ou de la réparation, qu'on soit en sous-section 4, c'est-à-dire que ce soit des petites interventions, et en plus qu'on soit dans un niveau 1 d'empoussièrement estimé, et donc tout ça devant être justifié. Alors, petite erreur de je vous précise également, donc dans l'encadré du bas, qu'il y a des pénalités qui sont apparues. Donc, une amende délictuelle de 3 750 € à l'encontre du donneur d'ordre en cas de manquement ou d'insuffisance de repérage avant travaux. Et également une sanction administrative qui peut aller jusqu'à 9 000 €, toujours à l'encontre du donneur d'ordre, en cas de manquement ou d'insuffisance du repérage avant travaux. Donc, j'essaie de passer. Donc, le calendrier d'entrée en vigueur de cette obligation de repérage à l'amiante, initialement prévu au 1er octobre 2018, et étant donné la complexité du sujet et de la ça a été rééchelonné jusqu'au 1er octobre 2020. Et comme vous le verrez, tout n'est pas parfaitement terminé non plus. Donc, il va y avoir certainement d'autres reports. Donc, tout ça est expliqué par la nécessité de créer des normes pour chaque domaine et aussi d'adapter les informations. Donc, le décret du 9 mai 2017, repris par l'article 47-2, définit 6 domaines d'activité. Donc, je vais vous les donner, préciser dans une vue ultérieure. Donc, en attendant que 6 domaines d'activité s'appliquent, le repérage avant travaux existe toujours dans le Code du sur les bases de l'article 44.12.97, ancienne version. Voilà. Donc, je vais vous montrer les 6 domaines d'activité. Voilà les 6 domaines d'activité. Donc, le premier qui a pu s'appliquer, c'est le repérage avant travaux dans les immeubles bâtis du 16 juillet 2019, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020. Donc, là, également sorti.
et c'est applicable depuis le 19 juillet 2019. Donc, le bâti, construction sous section 3 ou sous section 4 devront avoir un repérage avant travaux. Donc, cette norme 46 va servir de base à tous les autres domaines, bien que chacun ait sa propre norme. Donc ensuite, le deuxième domaine, je ne vais pas tout vous mettre en détail le support, mais les autres immeubles tels que les terrains ouvrables, il s'est avéré qu'il était nécessaire d'avoir deux normes. On a distingué les sols du reste des ouvrages de génie civil et infrastructures. Donc, deux normes sont parues. Celle pour les sols, je crois qu'elle n'est pas encore terminée. Mais bon, elles vont bientôt être validées. Donc, troisième domaine, matériel roulant ferroviaire. Quatrième domaine, navire, bateau, engin flottant. Domaine, aéronef. Donc, la norme vient de sortir, elle est très récente pour les aéronefs. L'arrêté n'est pas encore paru, donc la date du 1er juillet 2020 va sans doute être modifiée. Les installations, structures, équipements concourant à la réalisation et la mise en œuvre d'une activité, c'est encore à venir. Et il y a un arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation pour les analyses des matériaux et produits. Donc, c'est un arrêté commun aux 6 domaines. Donc, je ne m'étends pas plus sur ces domaines, vous aurez tous les données dans le PowerPoint. Donc, les opérateurs de repérage. Donc, l'arrêté du 23 2020 relatif aux opérateurs de repérage avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis et paru au journal officiel le 30 janvier 2020. Donc, bon, là, il y a eu des problèmes avec le Conseil d'État qui a demandé certaines modifications qui ont été réalisées et on réintroduit un double niveau de certification pour les opérateurs de repérage, donc double niveau avec ou sans mention et avec une période transitoire qui est maintenant terminée puisqu'elle a eu lieu jusqu'au 30 juin 2020. Donc, en résumé, les opérateurs de repérage sans mention ne peuvent plus maintenant faire de repérage amiante avant travaux. Il n'y a que les opérateurs de repérage avec mention qui peuvent réaliser un repérage avant travaux. Donc, on va faire un focus sur le repérage avant travaux dans les immeubles bâtis. Alors, le donneur d'ordre doit fixer l'objectif de la mission, donc bien déterminer que c'est un repérage avant travaux. Et point très important, il doit préciser le périmètre des travaux de cette mission. Et ça apparaîtra dans le rapport. Donc, c'est important de définir précisément le périmètre des travaux. Parce que tous les matériaux dans ce périmètre devront être repérés. Et il doit communiquer donc bien entendu les documents et il doit fournir les moyens d'accès dans tous les lieux déterminés. S'il n'y a pas de moyen d'accès, le repérage ne pourra pas être complet. Et dans ce cas-là, l'opérateur de repérage le note sur son rapport comme quoi il y a eu un problème d'accès. Et donc le donneur d'ordre devra faire réaliser les investigations approfondies lorsqu'elles n'ont pas pu être effectuées dès le départ, certaines opérations nécessitant par exemple la démolition d'un mur. Donc l'opérateur de repérage, comme je vous l'ai dit, doit être certifié avec mention.
depuis juillet. Donc, il analyse les documents et les documents fournis. Il peut y avoir eu des repérages précédents qui doivent lui être fournis. Il doit déterminer les éventuelles actions nécessaires et il établit sur la base du programme des travaux prévus et du périmètre un programme prévisionnel de repérage. Donc, il est à noter que le repérage doit rester maître de la démarche de repérage et il termine les investigations approfondies, les prélèvements à réaliser. Donc, l'opérateur de repérage réalise une visite de reconnaissance des locaux dans un premier temps. Il recherche les composants de la construction relevant du programme de repérage par une inspection visuelle et il identifie les consignes nécessaires, les matériaux et les produits. Tout au long de la mission de repérage, il doit y avoir une démarche itérative puisque l'opérateur de repérage détermine ce qu'on appelle une ZPSO, c'est-à-dire une zone présentant des similitudes d'ouvrage, mais cette ZPSO peut évoluer tout au long du repérage, bien entendu. Donc, les conclusions du RAT, donc tout ce qui vous a été précisé est aussi sur la base toujours de la norme 46020, qui précise aussi comment l'opérateur de repérage fonde ses conclusions. Donc, il précise les informations qui ont été à sa disposition. Il peut baser son repérage sur le marquage d'un produit. Il y a certains produits qui ont été marqués et en fonction de ses connaissances, il saura si le produit était amiante ou pas. S'il a défaut, il devra faire réaliser des analyses après prélèvement d'échantillons sur matériaux ou produits pour avoir des données précises. Alors, la norme précise que les produits marqués A, donc là, je vous ai précisé dans un premier temps, les produits qui ne sont pas marqués A dans la norme. Et pour les produits qui sont marqués A, il y a une recommandation de 1 ou 2 résultats d'analyse pour chaque matériau défini. Dans tous les cas, ce qui est important et ce qui est marqué en rouge, dans tous les cas, un opérateur de repérage ne peut jamais conclure à la présence d'amiante ou à l'absence d'amiante sur son seul jugement personnel. C'est-à-dire qu'il doit toujours justifier. Donc, c'est important que lorsqu'on analyse un rapport de repérage, même pour un non-sachant, s'il y a une donnée qui n'est pas justifiée, il faut revenir vers l'opérateur de repérage pour lui demander des précisions, puis appliquer la norme et justifier son analyse. Voilà. Donc, j'ai fait le point sur le repérage amiante avant travaux, les nouveaux textes sur le repérage amiante avant travaux. Maintenant, les perspectives réglementaires 2020-2022. Donc, parallèlement, la démarche avec, pas que le ministère, c'est une action interministérielle et avec les organismes de prévention. Donc d'abord, il y a le rapport Carto amiante sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que vous aurez dans les journées que l'on a prévu des précisions données par l'OPP-BTP. Donc, je peux vous préciser quand même que la DGT a travaillé avec l'OPP-BTP et l'INRS
pour publier un rapport destiné aux professionnels du bâtiment et présenter des modes opératoires et mesures de prévention associées afin de mettre en œuvre, afin qu'elles puissent être mises en œuvre par les professionnels. Parallèlement, il y a des actions sur la professionnalisation. Donc, il y a les arrêtés du 20 juillet 2018 créent trois titres professionnels pour les encadrants de chantier et opérateurs de chantier. Et il vient d'y avoir également une spécificité de formation pour les couvreurs zingueurs par un mai 2020. Est également apparu un question-réponse métrologie qui vise à prendre en compte les récentes évolutions réglementaires et normatives. Donc, l'arrêté du 30 mai 2018 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions du respect de la valeur limite d'exposition et à l'application de la norme 43-269 est également prise en compte. Et donc, de façon globale, sont les évolutions pour les mesures individuelles sur opérateurs et des modifications importantes sur les modalités d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et produits. Donc, vous avez toutes ces précisions dans le question-réponse métrologie. Donc, autre accompagnement qui est issu du plan d'action interministériel pour améliorer la prévention des risques à l'amiante. Donc, dans son axe 5, il était prévu de se doter d'outils de connaissances, de suivi et d'évaluation afin de dématérialiser les obligations de déclaration des entreprises et de communication des plans de démolition, plans de retrait et d'encapsulage. Donc, ça s'est traduit par le projet Démat Amiante, que je vais vous préciser dans les vues suivantes. Donc, ce projet Démat Amiante, qui est issu d'un partenariat avec la CRAM Île-de-France, la DGT et la DSI, a été engagé en 2017. Un prototype a été présenté aux 3 organismes certificateurs, aux organismes professionnels du désamiantage et aux organismes accrédités. Donc, je vais vous préciser ce qu'il y a dans le projet Démat Amiante. Donc, il y a 2 grands objectifs. Le premier objectif est de faciliter, simplifier et sécuriser. Donc, faciliter l'élaboration des plans de retrait et d'encapsulage. Donc, c'est une aide à la saisie des données et à son appropriation par les agents de contrôle et les agents de prévention, ainsi que par les organismes de certificateurs. Donc, en fait, c'est une saisie sur le site Démat Amiante, qui pour le moment est en test, mais qui sera mise à disposition de tout le monde assez rapidement. Donc, c'est pour simplifier la transmission de ces PDRE par les entreprises, pour assurer la réception par les agents de contrôle de l'inspection du travail et de prévention de la CARSAT, ainsi que par les organismes certificateurs. Ça permet aussi de sécuriser la démarche par une preuve du dépôt de ces plans de retrait et par la réception par l'interlocuteur adéquat. Donc, il y aura des accusés de réception électronique dans ce cadre. Le deuxième objectif, c'est l'exploitation de ces données. Donc, il y aura possibilité de diagnostic pour les directs, la DGT, c'est-à-dire le ministère du Travail, la CARSAT et la CRAMIF. Possibilité d'aide au pilotage de l'action de l'OPP, des organismes certifiés, des entreprises. Pour mieux orienter la prévention, améliorer la reconnaissance médico-sociale par la surveillance épidémiologique. Donc, le fait qu'il y ait de tous les plans de retrait au même endroit permettra effectivement
une meilleure surveillance épidémiologique. Ça permettra également de rapprocher les caractéristiques des logements avec les informations relatives aux matériaux pouvant contenir de l'amiante en vue d'estimer la probabilité de présence d'amiante dans les matériaux. Ce qui est difficile qu'on ne pense. Le pôle régional amiante a essayé à plusieurs reprises sans réussir à avoir des données probantes. Donc, on espère qu'avec des maths amiante, ce sera possible. Donc, ça permet aussi de compléter les rapports annuels d'activité issus des repérages, puisque les repérages devront être joints. Ça permettra de suivre le nombre et la typologie des opérations de traitement de l'amiante et d'avoir des statistiques à ce niveau-là. Donc, à quel stade est ce projet des maths amiante? Donc, il y a eu des lancements de tests utilisateurs afin de valider les fonctionnalités. Donc, au premier trimestre 2020, il va y avoir une période transitoire de déploiement auprès d'acteurs pilotes. Donc, je peux vous préciser qu'il y a 2 régions où les entreprises vont commencer dès 2021 à s'associer. C'est la région Pays de Loire et la région Nord. Donc, j'ai oublié le nouvel nom de la région Nord. Hauts-de-France, oui, merci. Hauts-de-France. Hauts-de-France. Et donc, en novembre, il va y avoir ouverture des tests utilisateurs. Et donc, en 2020, des maths amiantes deviendra obligatoire pour l'ensemble des entreprises. Alors là, on parle dans un premier temps des entreprises sous section 3. Alors, perspective 2020-2021. Donc, il y a des normes et des arrêtés, et les derniers arrêtés amiante avant travaux qui doivent être finalisés. Les normes sont pratiquement réalisées. Il reste quelques arrêtés. Et comme on l'a vu dans le tableau précédent, pour les sols et roches en place, donc il y a une norme, mais je crois encore validée. Donc toutes les normes sont pratiquement prêtes. Il reste quelques arrêtés à terminer. C'est long pour passer à l'autre. Voilà. Je n'arrive pas à passer le slide suivant. Alors, bon, là, les 3, si on peut me passer le slide suivant. Est-ce que Cécile peut me passer le slide suivant? À l'affiche, il y a le slide sur les perspectives 2020-2023. Ah. Voilà, ça vient d'arriver, je viens de le voir, oui. Donc, les perspectives 2020-2023, donc de gros changements réglementaires. Le décret du 4 mai 2012 doit être modifié, ainsi que les arrêtés laboratoires donc du 14 août 2012, l'arrêté équipement de protection individuelle mars 2013 et l'arrêté équipement de protection collective du 8 avril 2013. Donc, mais il va falloir un certain temps parce que ces projets sont conditionnés
plusieurs points, c'est-à-dire il faut qu'il y ait l'achèvement des études sur les équipements de protection des voies respiratoires. Donc, il y a une étude qui a été demandée à l'INRS sur les homes et sur une étude complémentaire sur les chantiers de désamiantage. Vous avez aussi l'exploitation de la campagne Carto qui n'est pas entièrement publiée, l'exploitation des données SCOLA et des essais intercomparaison de laboratoire. Donc, peut-être qu'Anita Romero, qui intervient en janvier ou février, vous donnera des éléments complémentaires sur la base SCOLA. Donc, il y a encore des travaux de normalisation en matière de métrologie. Et sur la norme NFX 43,50 € et le guide d'application X 46033. Et l'exploitation des premières innovations techniques validées par le CEVALIA. Donc, en fonction de tous ces résultats, le ministère du Travail reverra le décret et les arrêtés d'application. Ensuite, parmi les nouveautés, en découleront un nouvel arrêté de formation et un arrêté de certification qui seront donc ceux de 2012 seront modifiés en conséquence. Puisque tout est lié, il faudra les modifier. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous montre quand même. Non, ça ne marche pas. Vous aurez sur. Alors voilà, merci. Vous aurez donc une liste de sites qui pourront vous aider et compléter ma présentation. Donc, je laisse place aux questions. S'il y a plusieurs questions, je vais essayer d'y répondre. Oui, merci. Merci Béatrice. Oui, il y a pas mal de questions. On va essayer d'aller assez rapidement parce que on a pris un peu de retard. Les particuliers sont-ils soumis à l'obligation de repérage amiante avant travaux oui, ou avant démolition? Les particuliers, à partir du moment où ils sont maîtres d'ouvrage, sont soumis au repérage avant travaux. Est-ce à l'entreprise des travaux de demander, à l'entreprise qui réalise les travaux de demander les diagnostics ou est-ce au client d'avertir ces entreprises? Autrement dit, est-ce qu'il y a une obligation de transmission, de mise à disposition du repérage amiante avant travaux ou avant démolition par qui et à qui? Béatrice? Je crains qu'on ait perdu Béatrice. Je crois qu'on a perdu Béatrice. Effectivement, je crois qu'on a perdu Béatrice. On peut peut-être avancer? Oui, on va passer à Annabelle et puis on reviendra sur Béatrice si elle arrive à se reconnecter. Donc Annabelle, maison experte d'assistance amiante à l'INRS Paris qui va nous parler de l'actualité formation sous section 4. Annabelle, c'est à toi. Merci Philippe. Je prends donc la main. Déjà, je remercie la CARSAT et la Direct pour leur invitation. J'espère que la prochaine fois, ce sera en présentiel dans votre belle région. Donc, vous m'avez demandé de présenter en fait les dispositifs de formation pour les opérations de sous-section 4, c'est-à-dire pour les interventions sur les matériaux contenant de l'amiante, notamment en cas d'entretien ou de maintenance. Alors, commençons par quelques généralités. Tous les travailleurs amenés à travailler sur des matériaux contenant de l'amiante doivent être formés à la prévention des risques liés à l'amiante selon les dispositions d'un arrêté qui est l'arrêté du 23 février 2012.
Cet arrêté spécifie que toutes les formations doivent comprendre une partie théorique et une partie pratique sur plateforme pédagogique. Cet arrêté, il définit également le contenu de la formation ainsi que sa durée. Concernant le contenu de la formation, il varie selon l'activité, que ce soit une activité de SS3, c'est-à-dire une activité de retrait ou d'encapsulage de l'amiante, ou une activité SS4, intervention sur matériaux contenant de l'amiante. Ce contenu, il varie également en fonction du niveau de responsabilité du travailleur. Alors, dans ce cadre, l'arrêté a en fait précisé, défini 3 fonctions différentes que sont celles d'encadrant technique, encadrant de chantier et opérateur de chantier. En quelques mots, l'encadrant technique, comme vous le voyez sur le petit schéma, c'est celui qui va prendre les décisions technico-commerciales avant de lancer un chantier. C'est lui qui va rédiger la documentation, notamment pour la SS3, le plan de retrait, pour la SS4, le mode opératoire, et il va mettre en œuvre tous les moyens techniques qui doivent être disponibles sur le chantier. L'encadrant de chantier, quant à lui, il va faire mettre en pratique toutes les procédures qui ont été définies par l'encadrant technique. L'opérateur, lui, va exécuter les travaux et il va installer et entretenir le matériel qui lui a été confié. Il y a une dernière fonction qui est définie exclusivement pour la SS4, c'est la fonction de cumul de fonctions. Donc, c'est un travailleur qui peut cumuler plusieurs fonctions parmi celles d'encadrant technique, encadrant de chantier et opérateur de chantier. La durée de la formation, elle va varier selon si on est sur la formation préalable ou sur la formation de recyclage. Alors, commençons par voir ce qui se passe pour les formations sous section 3, donc pour le désamiantage, pour le retrait ou l'encapsulage de l'amiante. Pour ces formations, la réglementation prévoit que ce sont des organismes de formation certifiés par des organismes accrédités par le COFRAC qui doivent dispenser ces formations SS3. En complément, ces organismes de formation doivent faire appel à des formateurs eux-mêmes certifiés par l'INRS et l'OPP-BTP. Alors, le résumé de ce système, vous l'avez sur le schéma, c'est présent. Donc, première flèche, une certification des formateurs. Alors, il faut savoir que la certification des formateurs va permettre aux formateurs de faire reconnaître ses compétences à concevoir et à animer des séquences pédagogiques pour des formations SS3. Cette certification peut être obtenue en passant une formation de formateur qui est conçue et co-animée par l'INRS et l'OPP-BTP. En parallèle à ça, il y a donc la certification des organismes de formation. Cette certification, elle est décernée par ICERT, Certibat ou Global Certification. Pour proposer des formations SS3, les organismes de formation doivent donc être certifiés par les organismes que je viens de vous citer. Ils doivent également avoir une plateforme pédagogique adaptée et faire appel à des formateurs certifiés par l'INRS et l'OPP-BTP. C'est une obligation. Par ailleurs, ils doivent répondre à tous les critères techniques et pédagogiques qui sont définis dans ce qu'on appelle un document de référence. Alors, ce document de référence, il est en ligne sur le site de l'INRS. Que trouve-t-on dans ce document? On y trouve pour chaque fonction, à savoir encadrant technique, encadrant de chantier, opérateur et opérateur, on trouve des référentiels d'activité, des référentiels de compétences, des référentiels d'évaluation des acquis,
Alors, qu'est-ce qu'un référentiel d'activité? En fait, c'est une liste de toutes les activités que doit savoir mettre en œuvre le salarié sur le chantier. Le référentiel de compétences définit les compétences que doit détenir en fait ce salarié pour exercer les activités qui lui incombent. Et puis, donc, vous avez le référentiel d'évaluation des acquis, donc c'est-à-dire le type d'épreuve que doivent passer les salariés pour avoir une attestation de compétence. Donc, pour résumer, pour la sous-section 3, on fait appel obligatoirement à des organismes de formation certifiés par des organismes accrédités. Et ces organismes de formation font eux-mêmes forcément appel à des formateurs certifiés par l'INRS et l'OPP-BTP. Voyons maintenant ce que prévoit la réglementation en matière de formation sous section 4. Donc, la formation, d'après la réglementation, elle doit être assurée soit par l'employeur, soit par un organisme de formation, sachant que cet organisme de formation n'a pas d'obligation de certification, contrairement dans le cadre de formation SS3. La réglementation indique aussi que cette formation doit être adaptée à l'activité exercée et vous avez dans le tableau les durées de formation réglementaire. Donc, la formation préalable pour l'encadrant technique, l'encadrant de chantier et le cumul de fonctions, en sous-section 4, la durée de cette formation doit être de 5 jours. Pour l'opérateur de chantier, c'est 2 jours. Vous avez ensuite une formation de recyclage qui doit se faire au plus tard 3 ans après la formation préalable et qui est d'1 journée. Il y a eu un certain nombre de remontées du terrain sur un manque de qualité des formations qui étaient dispensées pour la SSK. Face à ces constats, la DGT a lancé une campagne de contrôle dans les régions en 2016-2017 qui a montré en fait une grande disparité en effet dans l'offre de formation en sous-section 4. On a pu constater, c'est les directs qui ont mené les contrôles, ils ont pu constater que les référentiels pédagogiques n'étaient pas forcément conformes au minimum requis par la réglementation. On avait même des organismes qui ne présentaient pas de plateforme pédagogique. Dans certains cas, les durées de formation minimales réglementaires n'étaient pas respectées. La formation pouvait se faire dans certains cas sur la base d'une réglementation qui n'était pas à jour. Les 3 niveaux d'empoussièrement réglementaires n'étaient pas forcément pris en compte dans la formation. Et on notait dans certains cas aussi une inadéquation du programme de formation avec le domaine d'activité du stagiaire. En parallèle de ce constat, en fait, il y a un dispositif du réseau prévention qui s'est monté. Alors, quand on parle de réseau prévention, c'est l'assurance maladie risque professionnel et l'INRS. Alors, l'assurance maladie risque professionnel, c'est le service prévention de la Caisse nationale d'assurance maladie, ainsi que tout le réseau des CARSAT, de la CRAM Île-de-France et des CGSS dans les départements d'outre-mer. Depuis 2012, en fait, l'OPP-BTP et l'INRS ont mis en place un dispositif de formation de formateurs certifiés, l'équivalent de ce qui existe de façon réglementaire pour la formation SS3. En plus de ça, le réseau prévention a mis en place un dispositif d'habilitation des organismes de formation ou des entreprises qui souhaitent
dispenser des formations SS4. Donc, ce dispositif, il est résumé dans le schéma que vous avez sur cette slide. On va y revenir plus en détail. Alors, pourquoi le réseau prévention a créé un dispositif SS4 avec donc un dispositif de formation de formateurs certifiés et un dispositif d'habilitation? L'objectif, en fait, c'était de proposer aux entreprises des formateurs et des organismes de formation de qualité. Il faut savoir que depuis de nombreuses années, le réseau prévention a mis en place des dispositifs d'habilitation parce qu'en fait, le réseau prévention, du fait d'une demande accrue de formation des salariés, a confié à des organismes extérieurs, donc à des organismes autres que les CARSAT et l'INRS, donc à des organismes extérieurs, la possibilité de réaliser certaines formations. C'est ce qu'on appelle la démultiplication des formations. Et le réseau prévention en garantit la qualité en assurant, en passant par ce dispositif d'habilitation des entités de formation. Comment on assure cette qualité? Eh bien, en fait, on s'assure qu'il y a adéquation entre les conditions de formation mises en œuvre par ces entités habilitées avec les préconisations faites par le réseau prévention et avec les minima requis par la réglementation. Pour résumer, un organisme habilité doit dispenser des formations qui sont elles-mêmes dispensées par des formateurs certifiés par l'INRS et l'OPPBTP. L'organisme habilité, il doit aussi utiliser des déroulés pédagogiques qui répondent à un document de référence SS4. Et cet organisme habilité, il doit également mettre à disposition une plateforme pédagogique adaptée. Alors, revenons plus en détail sur tout ce dispositif. Donc, premier chaînon du dispositif, c'est la certification de formateur. Cette certification, elle est proposée donc aux organismes de formation ou aux entreprises qui souhaitent être certifiées par l'INRS et l'OPPBTP pour pouvoir dispenser des formations SS4 dans le cadre d'une entité habilitée. Cette certification, elle peut être obtenue de deux façons. Soit la personne suit une formation de formateur à l'INRS et à l'OPPBTP, comme ce qu'il existe pour la SS3, soit la personne peut passer des épreuves certificatives directement. Alors, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, il y a des prérequis pour le candidat formateur. En fait. S'il est candidat à la formation de formateur, sachant que cette formation de formateur elle dure 10 jours, ce candidat doit présenter une attestation de formation encadrant technique SS4, doit prouver une expérience récente en prévention des risques professionnels et doit prouver aussi qu'il a une expérience en conception, animation et évaluation de formation d'adultes. Un candidat qui souhaite se présenter donc à une passation directe des épreuves certificatives. Là, on est sur 2 modules d'une journée. Là, ce futur formateur, il doit attester d'une formation encadrant technique SS4, d'une expérience récente en prévention des risques professionnels et d'une expérience de formateur en prévention des risques liés à l'amiante. Il peut s'agir par exemple d'un formateur SS3 qui donc souhaite passer les épreuves certificatives pour dispenser des formations SS4 et obtenir une certification en tant que formateur, pour être formateur SS4. À ce moment-là, ce formateur SS3, il doit apporter une attestation de compétence de formateur amiante SS3 en cours de validité. Alors,
tous les documents et les dossiers de candidature, vous pouvez les télécharger sur le site de l'INRS. Donc, comme je vous l'ai dit, la formation de formateur, elle est délivrée par l'INRS et l'OPPBTP. Cette formation, elle couvre les domaines réglementaires, techniques et pédagogiques qui se réfèrent aux documents de référence SS4. Une attestation de compétences est délivrée aux formateurs certifiés pour une durée de 3 ans. Et au bout de 3 ans, le formateur doit suivre une formation de recyclage. Donc, parallèlement à cette certification de formateur, il y a donc le dispositif d'habilitation des organismes de formation qui est aussi ouvert aux entreprises. Alors, comment peut-on demander une habilitation? En fait, l'habilitation, elle repose sur plusieurs documents structurants. Alors, il faut savoir qu'il y a un cahier des charges général sur le dispositif d'habilitation. Il y a aussi un cahier des charges plus spécifique à l'habilitation de la formation à SS4. Il faut que cet organisme s'engage à suivre donc le document de référence SS4 qui définit des référentiels d'activité, des référentiels de compétences. Je vous rappelle donc que ce processus d'habilitation est aussi bien ouvert aux entreprises qui souhaitent dispenser des formations qu'aux opérateurs de formation, aux organismes de formation. Donc, ces documents, vous les retrouvez sur le site INRS à l'adresse indiquée sur cette slide. Concrètement, les organismes ou les entreprises qui souhaitent faire une demande d'habilitation doivent prendre contact avec la CARSAT. Donc, dans votre région, c'est avec Madame Souris de la CARSAT Aquitaine qui vous expliquera comment monter le dossier. Votre dossier sera soumis à une sous-commission qui regardera vos programmes pédagogiques, les déroulés pédagogiques, les référentiels d'évaluation des acquis, c'est-à-dire les épreuves que vous comptez faire passer aux salariés qui vont suivre vos formations. Il y a aussi un formulaire de déclaration des plateformes pédagogiques à fournir, sachant que cette plateforme fait aussi l'objet d'un audit sur site. En fait. Donc, la CARSAT se déplace et vient vérifier si la plateforme pédagogique est bien adaptée à la réalisation de formations de qualité. Il faut aussi fournir une procédure pour l'acquisition, l'utilisation et la maintenance du matériel. Il faut fournir une déclaration de matériel dédié à la formation. En d'autres mots, il faut garantir que les matériels qui sont utilisés n'ont jamais été en contact avec des matériaux contenant de l'amiante. C'est-à-dire que sur plateforme pédagogique, on met en place des situations réelles, mais bien sûr jamais en présence d'amiante. Et puis, il faut bien sûr que l'organisme ou l'entreprise s'engage à employer un formateur certifié SS4, donc certifié par l'INRS ou l'OPPBTP. Si le dossier d'habilitation est bon, il y a une attribution de l'habilitation par le réseau prévention pour une durée de 5 ans. Alors, quelques chiffres. Il y a actuellement 80 formateurs certifiés SS4, donc 80 formateurs qui ont reçu une attestation de compétences qui leur donne une formation certifiante qui a été donc réalisée auprès de l'INRS et de l'OPPBTP. Il y a 15 organismes qui ont reçu leur habilitation et ça couvre 25 plateformes pédagogiques.
Donc, ces plateformes pédagogiques, la liste de ces plateformes pédagogiques et des organismes habilités, vous les retrouvez sur le site de l'INRS à l'adresse indiquée. Voilà une petite carte de France où se trouvent actuellement les organismes habilités. Alors, pour votre région, il y a actuellement 2 organismes habilités à dispenser donc des formations SS4, que sont Amaxteo, qui se trouve dans 33 à Mérignac, et Certiconsult, qui se trouve dans le 64 à Angaïs. Voilà, j'ai fait un rapide tour donc de ce qui existe en matière de dispositifs formation. J'attends vos questions si vous en avez. Merci Annabelle. Une première question. Est-ce qu'on connaît le nombre de personnes formées au risque amiante SS3 et SS4 hein? Alors, en SS3, il y a, pour l'année 2019, on a eu 12 000 salariés formés, qui ont suivi une formation préalable ou une formation de recyclage. Il y a 12 000 salariés qui ont suivi ce genre de formation pour l'année 2019. Pour la SS4, nous, on n'a qu'une visibilité sur les salariés qui sont formés via des organismes habilités. Comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi des organismes de formation qui ne sont pas habilités, mais qui ont le droit quand même de dispenser des formations SS4. Nous n'avons que les chiffres pour les formations dispensées par les organismes habilités, et on en est en 2019, on avait à peu près 650 salariés formés via ces organismes habilités. Voilà. Ok. Quelle est la validité d'une formation sous section 4 sans plateforme pédagogique? Aucune. Aucune, d'accord. Et donc, alors la question s'adresse à toi ou à Béatrice. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à ce genre de formation? Vers qui on se tourne? Oui, je vais laisser la main à Béatrice, bien sûr, mais je complète juste, je dis aucune parce que c'est marqué noir sur blanc dans l'arrêté, qu'il faut des formations pratiques sur plateforme pédagogique. Oui. Donc, Béatrice, alors effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de contrôles qui ont été réalisés sur toute la France des organismes de formation sous section 4. Et lorsque l'on a trouvé des centres de formation qui n'avaient pas, ce qui est énorme comme, j'allais dire infraction, ça ne répond absolument pas à l'arrêté. Donc l'arrêté précis est très très détaillé et précise bien les modalités pour réaliser cette formation. Donc dans ce cas-là, l'inspection du travail a fait des observations avec demande de régularisation et alors ça a un impact important aussi. On peut faire là on peut pas faire de signalement aux organismes certifiés puisqu'il n'y a pas de certification. Il n'y a pas de certification. Par contre, le problème c'est que les entreprises qui ont fait des formations par des centres qui n'appliquent absolument pas l'arrêté formation, qui n'ont par exemple pas de formation, pas de plateforme, qui ont une formation, on en a trouvé certains effectivement qui ne connaissent pas la nouvelle législation et qui sont encore sur l'ancienne législation, donc qui présentent des choses fausses aux salariés. Donc dans ce cas-là, on peut estimer que la formation n'est pas valable. Donc l'entreprise qui ne s'est pas assurée d'avoir un centre de formation qui respecte la réglementation peut être appelée à refaire faire les formations à ses salariés. Donc ça, c'est un point important quand même. On considère que la formation n'est pas valable.
Ok. Comme on t'a perdu tout à l'heure, je vais te poser rapidement 2 ou 3 questions. Je reviendrai vers toi, Annabelle, un peu plus tard. Quand on fait intervenir, quand un employeur fait intervenir un compagnon, un plombier, un électricien pour des travaux dont le propriétaire n'a pas fait le repérage. Alors, c'est une co-responsabilité. C'est le propriétaire qui est donc au donneur d'ordre au sens le plus global aurait dû faire un repérage et s'il a un repérage, informer les entreprises qui interviennent, mais le chef d'entreprise qui fait intervenir ses salariés sans savoir où il y a de l'amiante est lui aussi pénalement responsable. Donc, il doit s'en assurer. Alors, il reste une solution, c'est que effectivement, c'est très compliqué pour les entreprises qui interviennent chez des particuliers, mais à ce moment-là, il faut intervenir comme s'il y avait de l'amiante. Okay, donc du coup, tu as répondu à une autre question, c'était les obligations de transmission du repérage amiante avant travaux. Donc c'est bien le donneur d'ordre qui a la responsabilité de le transmettre aux entreprises intervenantes. On a des questions aussi sur Desmath-Amiante. Tu as évoqué l'aide à la saisie de données. C'est quoi exactement cette aide ? L'aide à la saisie de données, le site lui-même précise les modalités et fera des alertes lorsque l'entreprise n'aura pas répondu au point qu'exige la réglementation. Et lorsque les documents, l'entreprise est prévenue, ainsi que les organismes de contrôle. Donc, il y a un cadre dans Desmath-Amiante. Ok, dernière question sur Desmath-Amiante. D'accord. Une dernière question sur Desmath-Amiante. Est-ce qu'il sera ouvert à sous-section 4 pour l'envoi des modes opératoires ? Autrement dit, est-ce que non, pour le moment, d'éviter de les on envoyer n'est que sur la sous-section 3. C'est prévu, mais on ne sait pas quand. Pour le moment, Desmath-Amiante, en 2022, ce sera la sous-section 3. Que les plans de retrait. D'accord. Dernière question qui concerne la formation, mais je la pose à toi parce qu'elle concerne la DGT. Est-ce que la DGT va prolonger la possibilité de dispenser les formations sous section 4 en e-learning ? Je ne sais pas. Pour les parties théoriques. Je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Désolé. Le droit à un joker. Bon, joker, ok. Ok, donc je reviens maintenant vers Annabelle. Annabelle, quel conseil on pourrait donner aux entreprises pour choisir l'organisme de formation qui va dispenser ou l'entreprise qui va dispenser la formation sous section 4 à ses salariés ? Alors, on peut donner quelques pistes. Déjà, la première chose, ça serait de privilégier les organismes de formation habilités dans le sens où on sait que ce seront des formations qui répondent à des référentiels et à la réglementation et donc des formations de qualité. J'en profite pour signaler que les entreprises, pour avoir droit à la subvention accordée par la CARSAT en matière d'amiante, doivent avoir formé leurs salariés via un organisme habilité. Ce qu'on peut conseiller autrement, de consulter le document de référence. Il y a pas mal de préconisations, de points très pratico-pratiques pour orienter les entreprises dans le choix de l'organisme de formation. Donc, consultez vraiment ce document. Vous y trouverez des réponses. Contactez aussi, n'hésitez pas à contacter l'organisme de formation pour qu'il s'adapte, bien sûr, dans les limites réglementaires et du référentiel pour qu'il puisse s'adapter à votre activité. Pensez aussi à signaler aux organismes de formation, à demander s'il y en a besoin, un traducteur pour que c'est dans le cas où les salariés ne maîtrisent pas bien la langue française, mettre à disposition un traducteur qui sera présent pour la formation. Voilà. Est-ce que l'organisme est capable de mettre à disposition un traducteur ?
ce qu'on peut conseiller de façon pratico-pratique, c'est qu'il faut regarder si ces formations elles contiennent en général au moins 60% de pratique. C'est important. Et garder à l'esprit pour les entreprises que la formation amiante, ce n'est pas une formation de management. On ne va pas apprendre à encadrer une équipe dans ces formations. On va apprendre à travailler avec des matériaux amiantés et mettre tout en œuvre pour la prévention du risque amiante. Et je voulais rebondir parce que je regarde le chat en parallèle. Alors, il n'y a pas eu de pub pour Amaxteo. Moi, j'ai repris la liste qui figure sur le site de l'INRS, qui est accessible à tous, qui est la liste des organismes habilités. Et pour la région Nouvelle-Aquitaine, j'ai 2 entités que sont en effet Amaxteo et également Certiconsult, comme je l'ai signalé. Voilà. Je ne vais pas tous les citer parce que voilà, c'est un colloque qui est censé se dérouler en Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, j'ai cité les organismes habilités en Nouvelle-Aquitaine, mais bien entendu, cette liste est totalement disponible sur le site de l'INRS. Une question, on nous demande quel est le cadre réglementaire pour des salariés formés sous section 3 qui effectueraient des opérations en sous-section 4. Peuvent-ils effectuer ces travaux ou doivent-ils passer par une formation spécifique sous section 4? Excuse-moi Philippe, je n'ai pas compris le début de la question. Quel est le cadre réglementaire pour des salariés formés en sous-section 3 qui interviendraient dans des opérations sous section 4? Est-ce qu'il faut qu'ils aient une formation spécifique sous section 4? À mon avis, il y a peut-être un module spécifique. Si leur activité est vraiment très spécifique et que ce n'est pas celle qu'ils réalisent au quotidien au sein de leur entreprise, à mon avis, il y a un module supplémentaire à suivre. Maintenant, si c'est exactement en matière de pratique la même chose, ça peut être la même formation. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est que, par exemple, l'encadrant technique, lui, qui a été formé à la rédaction du plan de retrait, il va falloir qu'il suive un module supplémentaire pour se familiariser avec la rédaction d'un mode opératoire. En fait. Donc oui, il faut un module supplémentaire, à mon sens. Oui. Moi, Béatrice, tu peux compléter si tu souhaites. Je pense qu'effectivement, et quand on relit l'arrêté formation, il y a une formation spécifique sous section 3 et une formation spécifique sous section 4. Et c'est pas parce que des salariés ont l'habitude de faire des chantiers sous section 3 qui sont automatiquement aptes à faire de la sous section 4. Donc, il faut les deux. Tout à fait. Une question sur les travailleurs temporaires. Dans quelle limite un travailleur temporaire peut être amené à intervenir sur de la sous-section 4? Béatrice, je vous laisse répondre, c'est de la réglementation. Alors, un travailleur temporaire sur de la sous-section 4, je connais pas par cœur le texte, il faudrait que je le reprenne, mais de mémoire, c'est uniquement sur des faits. Oui. Okay, donc éventuellement à compléter. On y répondra, on le mettra. Je donnerai la réponse précise. C'est important. Temporaire, c'est pas que les CDD, entreprise temporaire. La question, c'est pour les deux, CDD et, en fait, et travailleurs temporaires. L'interdiction de travail pour les contrats de durée déterminée, c'est dans le cadre du désamiantage. Donc, c'est beaucoup moins précis quand ça concerne des petits travaux de sous-section 4. Au-delà de la délivrance du diplôme de formateur et de son recyclage tous les 3 ans, et compte tenu de la qualité un petit peu inquiétante des formations telles qu'elle a été présentée
Y a-t-il un suivi et un contrôle régulier des formations réalisées par les organismes OPP, INRS, DGT? Un contrôle des organismes, c'est ça? Oui. Alors, je pense que les CARSAT peuvent être amenés. Alors, concernant les organismes habilités, en tout cas, je pense que les CARSAT sont tout à fait ont la possibilité d'aller en effet contrôler et se rendre dans les organismes de formation. Oui, je confirme. Hein, les services formation des CARSAT réalisent des opérations de contrôle, hein, où ils vont les réaliser de manière plus accrue ces prochaines années vers les organismes de formation habilités, mais pour celles qui sont habilitées dans le cadre du réseau CARSAT INRS. Est-ce qu'il est prévu une obligation de certification pour les opérations de repérage dans les domaines du génie civil, infrastructure routière et des sols? Tu peux répéter la question, excuse-moi. Est-il prévu une obligation de certification pour les opérateurs de repérage dans les domaines du génie civil, des infrastructures et des sols? Tous les opérateurs, ça concerne les opérateurs de repérage, c'est ça? Oui, tous les opérateurs de repérage doivent être certifiés et par catégorie, là, les 6 catégories que vous avez vues, ils vont devoir se former spécifiquement à chaque catégorie. Donc, ils ne pourront plus, comme c'est le cas aujourd'hui, être opérateurs de repérage pour tout type de repérage. Là, le ministère est en train de lancer des formations spécifiques et il y en aura des spécifiques dans le cadre du génie civil, pour les sols, etc. Donc, il va y avoir un délai pour que les opérateurs de repérage puissent se former dans ces domaines spécifiques. D'accord. Une question pour si on doit procéder à une opération de désamiantage lors d'une opération de maintenance urgente, on fait comment? Lors d'une opération de maintenance, alors par rapport au repérage, je suppose, la question. Oui. Oui, Pardon. oui. Donc, il peut y avoir une exemption de repérage lorsque c'est à certaines conditions, comme je l'ai exposé tout à l'heure. Lorsqu'il y a une urgence, mettons une canalisation qui explose, une fuite, etc., et qu'il y a des travaux très urgents, dans ce cas-là, le repérage ne sera pas nécessaire, mais bon, il faudra le justifier, et dans ce cas-là, il faut quand même prendre des précautions, comme s'il y avait de l'amiante. Très bien, merci. Annabelle, quel conseil on peut donner aux maîtres d'ouvrage qui seraient amenés à choisir une entreprise dans le cadre d'un appel d'offres pour la réalisation de travaux sous section 4? Alors, en matière de formation uniquement, hein, je réponds vraiment dans le cadre. Voilà. Oui. Là, ça serait de donner des points en plus sur les entreprises qui peuvent présenter des attestations de formation réalisées par un organisme habilité, en fait. Hein. Le maître d'ouvrage, il peut demander, il a tout à fait le droit, et on l'encourage à le faire, à demander les attestations à l'entreprise d'ailleurs. Et ça lui permet également de contrôler ainsi que toute la chaîne hiérarchique est bien formée. Qu'il n'y a pas que les opérateurs qui étaient formés SS4, il faut qu'on ait un encadrant chantier, quelqu'un qui ait suivi une formation d'encadrant technique, encadrant de chantier et d'opérateur. Et sachant que le maître d'ouvrage, il a aussi la possibilité, s'il le souhaite, de contacter l'organisme de formation pour avoir plus de détails. Très bien. Merci. On va finir les questions. On a fini les questions plutôt. On peut passer, Cécile, si tu veux bien, à l'offre de subvention de prévention TPE des CARSAT.
Voilà, donc il y a effectivement disponible sur l'ensemble du territoire, donc dans toutes les CARSAT, une subvention TPE, donc réservée, une diapo s'il te plaît, pour financer l'acquisition de matériel tel que aspirateur équipé de filtres très haute efficacité avec un système de changement de sac en sécurité, des dispositifs de production et de distribution d'air de qualité respirable, des masques complets à adduction ou à ventilation assistée de type TM3P et des unités mobiles de décontamination conformes à l'ED 6244 de l'INRS. Pour pouvoir avoir droit à ces subventions, diapo suivante s'il te plaît, il faut déjà que l'entreprise ait formé au moins 20% de ses salariés via un organisme habilité par le réseau en sous-section 4. C'est une aide financière qui est réservée aux entreprises de 1 à 49 salariés du régime général, du secteur du bâtiment, du nettoyage ou de la maintenance. Sont exclues les entreprises certifiées sous section 3. Et le financement peut aller jusqu'à 40% de l'investissement plafonné à 25 000 euros. Pour pouvoir en bénéficier, se rendre sur le site de votre CARSAT, de la CARSAT dont vous dépendez. La première étape, c'est de réserver en ligne sur la base des devis. Une deuxième étape qui est une confirmation par transmission des bons de commande. Et ensuite, quand tout a été vérifié et l'éligibilité vérifiée, le versement de l'aide sur présentation des factures acquittées et des attestations de formation. L'ensemble des documents est disponible sur le site amélie.fr à l'onglet entreprise. Voilà, je pense que nous allons conclure avec un peu de retard. Désolé également pour les petits incidents techniques indépendants de notre volonté. En tout cas, encore une fois, merci à toutes et à tous et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir.